thérapeute à médiation corporelle et thérapeute en relaxation spécialisée en graphomotricité. J'exerce à Paris. J'ai été formée et j'ai exercé de longue date à l'hôpital Henri Roussel-Sainte-Anne, tout un hôpital de psychiatrie et de neurologie. Et maintenant, je suis davantage dans mon activité libérale pour appliquer un peu tous ces travaux. Donc, en quoi consiste la graphomotricité dans ce contexte? Donc, je remercie Madame d'avoir spécifié l'ergothérapie. La psychomotricité, en France, associe dans son travail la graphomotricité et la relaxation. Chaque courant de pensée a ses qualifications spécifiques et c'est toujours intéressant justement les rencontres interdisciplinaires, les rencontres interculturelles, parce que nous avons des histoires de construction de nos travaux, de nos sciences, qui sont des synthèses. Donc, c'est cette synthèse que je vais vous présenter. Donc, dans ce contexte-là, la graphomotricité peut être une consultation soit spécifique. Directement, les patients viennent nous consulter par rapport à leur graphisme, parce qu'ils ont mal pour écrire, ou parce qu'ils écrivent mal, ou parce qu'ils écrivent trop lentement. Donc, ce sont des enfants qui nous sont amenés par leurs parents, ce sont des adolescents qui formulent leur plainte ou qui relaient la plainte de leurs enseignants. Quand j'avais commencé à travailler il y a plusieurs dizaines d'années, c'était des adultes que je voyais avec des crampes de l'écrivain. Ceux-là consultent moins, en France, sont beaucoup plus abordés par les kinésithérapeutes maintenant. Et donc, les demandes ont évolué, et cette demande très spécifique de la graphomotricité, je l'ai vue exploser dans les chiffres de consultation ces 15 dernières années. Je recevais beaucoup moins de demandes spécifiques autour de l'écriture auparavant. Ce que je vois aussi, c'est quand je reçois des patients pour un avis psychomoteur, quand je réalise un bilan qui est en fait neuropsychomoteur et au sein duquel je vais étudier les différentes coordinations, dont la coordination motrice fine et le graphisme, quand je vais trouver des aspects de l'observation graphique, cet aspect interpelle très vite la famille et souvent il laisse de côté le reste des signes pour me demander une aide par rapport au graphisme, qui pour eux est une production scolaire. Une notion très spécifique qui est la nôtre, je dis la nôtre parce que j'ai oublié de vous situer un aspect historique, moi je suis issue d'une équipe qui travaillait à l'hôpital Henri Roussel-Sainte-Anne en France et qui a travaillé sur la graphomotricité à partir des années 58, c'est-à-dire Ajoria-Guerra, Denner, Rosias, Soubiran, et Marie-Alice Dupasquier, et moi dans le versant psychomoteur ultérieur aussi. Donc on est dans cette dimension où on s'intéresse à l'association émotion, corps et traces. Donc dans ce contexte, effectivement, je vais travailler sur les versants psychomoteurs, sur les versants graphomoteurs, mais toujours associer un travail de relaxation. J'ai besoin, je ne sais pas travailler sans tenir compte du tonus, du mode d'être dans la situation. Je trouve toujours quelque chose qui peut être pris ou en conscience ou être évolué. Et il me semble que c'est une liberté de pouvoir le faire par soi-même. Donc je vais inciter le patient à le sentir, à se l'approprier et à pouvoir le refaire. Donc nous allons passer dans la relaxation par des étapes de détente corporelle globale, coucher. Inutile de vous dire que quand un enfant vient pour des troubles d'écriture, il est assez content de commencer par un moment de repos, couché avec une couverture, un oreiller, et on vient mobiliser ses articulations pour lui donner des informations. C'est un aspect très intéressant qu'il s'approprie très vite. On travaille aussi la relaxation en posture assise, donc comment pouvoir être détendu quand on est assis sur une chaise, en classe, dans ses activités sociales, professionnelles.
Et puis, on va s'installer assis sur une chaise devant une table et pouvoir s'installer. Donc, je vous parlais tout à l'heure, les pieds, l'assise, la verticalité, l'équilibre de la tête, l'amplitude respiratoire. Et on passe à un temps de bras mous. Pouvoir avoir deux bras, on n'écrit pas qu'avec un seul, détendu, souple, un qui aide à l'activité, qui va pouvoir déplacer la feuille, l'autre qui va pouvoir se déplacer, et effectivement, ce n'est pas le corps qui s'adapte à la feuille. On arrivait il y a quelques années à des crampes très spécifiques de certaines professions, telles que les crampes des comptables avant qu'il y ait l'informatique, il y avait des crampes de pas de registre. Il y a des crampes gestuelles chez les personnes qui doivent tracer des grands traits dans les ateliers d'architecture, et l'amplitude du geste n'est pas toujours facile. Chez l'enfant, on va lui apprendre à tenir sa feuille, déplacer sa feuille en fonction de l'occupation de l'espace et pouvoir se déplacer en confort. Et le matériel est à sa disposition, son corps n'est pas à la disposition du matériel. Dans certains cas, je demande l'avis complémentaire parce que j'ai des suspicions de dyspraxie et j'envoie les enfants dans les services spécialisés des troubles d'apprentissage où interviennent les neurologues, les neuropsychologues, les ergothérapeutes qui se centrent sur cette dimension très neurologique, neurovisuelle et neurosensorielle dont vous parliez tout à l'heure. Donc, ce qui me revient, c'est que j'ai en fait, dans la population que je reçois, assez rarement de vraies dyspraxies, mais très fréquemment des maladresses psychomotrices. Une population qui m'est adressée fréquemment, c'est le contexte du travail, je dirais, dans l'équipe ouverte dans laquelle je travaille en libéral, c'est beaucoup d'enfants précoces. Je reçois des enfants qui ont eu des bilans psychologiques qui font ressortir des dysharmonies. Donc, il y a une époque où ces dysharmonies, lorsqu'elles étaient importantes, étaient qualifiées de dyspraxie. À l'heure actuelle, on se rend compte qu'il n'y a pas toujours une dyspraxie. Donc, ce qu'on me demande, c'est de donner un avis sur le versant spécifique psychomoteur, sur les versants émotionnels, dire ce que j'observe et travailler en complément dans l'équipe pluridisciplinaire. Et je reçois donc effectivement beaucoup d'enfants à haut potentiel qui ne sont pas toujours très bien corporisés. Je ne vois pas ceux qui sont adroits et à l'aise dans leur corps. Ceux qui viennent me consulter sont maladroits, ils trébuchent, ils renversent les objets, ils ont du mal à apprendre à mettre leurs boutons, ils boutonnent les boutons décalés, les lacets sont très anxiogènes, ils préfèrent les scratchs, vous les connaissez. Et en fait, ils sont extrêmement à l'aise au niveau du concept, au niveau verbal, et très en discordance dans leurs applications. Souvent, on les qualifie de tête en l'air, on pense qu'ils sont trop concentrés sur leurs préoccupations mentales, mais en fait, ils n'ont pas toujours pris le temps de passer par le corps et le mouvement. Et quand je fais le bilan psychomoteur, et que j'interroge sur les étapes, ce sont parfois des enfants qui n'ont pas marché à quatre pattes. Quand je venais les faire marcher à quatre pattes, certains y parviennent. Lorsque j'introduis marcher à quatre pattes en arrière, ils me regardent vraiment très étonnés. Déjà à quatre pattes, c'est de la régression. Mais alors quatre pas en arrière, à quoi ça peut bien servir?